Alors, on débute la deuxième partie, la relation entre le stress chronique et les troubles anxieux. Donc, le modèle exigence-latitude décisionnelle postule un état de stress excessif peut s'installer lorsque le contexte de travail associé à une forte pression avec des demandes élevées, sans les ressources pour répondre à ces demandes, en plus d'une latitude décisionnelle réduite dans le travail, ainsi que du stress dans la vie familiale. Tout ça s'additionne et va entraîner un stress excessif qui peut induire une diminution de l'immunité, une augmentation de la tension artérielle et du cholestérol qui, elles-mêmes, vont augmenter le risque de maladie cardiaque. Le stress excessif augmente aussi le risque de maladies mentales comme l'anxiété, la dépression et l'abus de substances. Un autre modèle, celui de l'équilibre entre les efforts consentis et les récompenses associées, met l'emphase sur une autre source de stress professionnel que représente le manque de reconnaissance au travail. Lorsqu'un employé travaille très fort sans que ses efforts et la qualité de son travail soient reconnus, ceci engendre du stress, une démotivation également qui peuvent engendrer à moyen terme des maladies cardiovasculaires, comme tout à l'heure, ou des troubles mentaux, et ceci en fonction de la vulnérabilité génétique ou environnementale du travailleur en question. Alors, la progression d'un état de stress vers un trouble anxieux suit une évolution assez typique. La première phase représente un signal d'alarme. Les symptômes sont surtout d'ordre affectif, tels la frustration, de l'irritabilité, une diminution de la satisfaction au travail. Il faut alors encourager les patients à exprimer ce qu'ils ressentent face à leurs collègues ou leurs supérieurs, le cas échéant, ou encore à prendre du temps pour des activités de loisirs ou de ressourcement. Car si rien n'est changé dans leur situation professionnelle, elles risquent de se détériorer. Dans la deuxième phase, les signes physiques apparaissent. Premièrement, de la fatigue, souvent accompagnée de troubles du sommeil et éventuellement de douleurs musculaires diffuses qui sont secondaires à une tension musculaire constante au travail. À ce moment, des recommandations comme un suivi par un psychologue du programme d'aide aux employés et des approches non pharmacologiques comme l'exercice et des techniques de relaxation, le yoga, la méditation par exemple, peuvent être très efficaces si elles sont pratiquées régulièrement. Ensuite, dans la phase 3, on a affaire ici à un stress qui est bien installé. Alors, la troisième phase, elle survient lorsque le stress est chronicisé et apparaissent alors des symptômes qui ont la caractéristique d'un trouble psychiatrique. Donc, les symptômes se regroupent en un trouble vraiment qu'on peut diagnostiquer. Les patients vont soit consulter à ce moment-là leur médecin de famille ou alors vont continuer à ignorer leurs symptômes jusqu'à ce qu'ils s'effondrent complètement et que parfois on doit même les mettre en arrêt de travail. Dans la quatrième phase, lorsque le stress professionnel est présent depuis 5 à 10 ans, donc plusieurs années, plusieurs problèmes de santé sont apparus, tant sur le plan physique que psychiatrique, et les travailleurs ont besoin d'une aide médicale souvent spécialisée et vont parfois devoir interrompre leur carrière, soit par une invalidité prolongée ou une retraite anticipée. Donc, on connaît bien maintenant les facteurs de risque organisationnels qui vont être prédictifs de troubles mentaux. Et ici, on a une méta-analyse de 11 articles qui ont été publiés entre 1994 et 2005. Et c'est tiré d'une vaste recherche bibliographique. Et ce qu'on voit, c'est que les principaux facteurs de risque organisationnel sont les tensions et les contraintes excessives au travail, le déséquilibre entre les efforts et la récompense ou la valorisation au travail, les gens qui, dans leur travail, ont une latitude décisionnelle réduite. Ce sont les effets les plus marqués. Mais également, on note que le faible soutien social, les exigences psychologiques élevées et la grande insécurité d'emploi sont aussi des facteurs de risque. Alors, ceci conclut la deuxième partie de notre formation.
Ben, c'est intéressant, Marie-Josée, mais je me posais une question pendant que tu expliquais tout ça. Je me prends moi, je prends les collègues omnipraticiens, les médecins de famille, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures. Il y a des patients qui sont reconnaissants, il y en a qui le sont moins, puis des fois on a l'impression de travailler fort, puis pas toujours pour des gros résultats. Et puis je pense que ça présente un niveau de stress, mais est-ce que je dois conclure que ça pourrait m'amener à me prédisposer à développer un trouble anxieux? Bien sûr, il y a une continuité entre le stress et le développement d'un trouble anxieux et tous les médecins représentent une population à risque pour le développement de problèmes d'anxiété ou de dépression.